Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation de sensibilisation à la réglementation machine. Les principaux points que nous allons aborder au travers de ce module concernent dans un premier temps la connaissance des risques liés à l'utilisation d'une machine. Nous aborderons ensuite les obligations relatives à la conception, la distribution, vente et l'utilisation de machines, en particulier en milieu professionnel. Ce qui nous permettra également de nous mettre en situation de commande et réception d'une machine, toujours dans un contexte professionnel. Et nous terminerons par des exercices de consignation-déconsignation qui consiste à mettre en sécurité une installation en vue d'une intervention de maintenance ou de tout autre ordre, comme par exemple le déplacement d'un appareil. Voilà, tout d'abord, nous allons prendre un instant pour réfléchir aux différents risques qui se présentent sur une installation. Habituellement, cette réflexion se fait par le biais d'un brainstorming, mais nous sommes là dans une vidéo de présentation. Donc je vais vous les énumérer. Les principaux dangers que nous pouvons rencontrer peuvent être regroupés sous 5 grandes catégories de risques. Dans un premier temps, il y a les risques liés aux énergies de puissance. Qu'est-ce qu'on appelle une énergie de puissance ? La puissance, c'est ce qui permet à la machine de fonctionner, de se mettre en mouvement, d'assurer ce pour quoi elle est destinée. Alors nous allons les approfondir, mais dans les énergies de puissance, il y a différentes formes d'énergie. Il y a l'énergie électrique, qui est fréquemment employée, et de plus en plus. Il y a également l'énergie thermique, dans le cas où vous auriez une machine qui est propulsée par un moteur thermique, un moteur à essence ou un moteur à gasoil. Vous avez également des machines qui sont propulsées par une énergie pneumatique. Dans ce cas-là, c'est de l'air sous pression qui vient entraîner la machine. Alors notamment, il y a beaucoup de robots en milieu industriel qui utilisent cette énergie pneumatique pour fonctionner. On a également la possibilité d'avoir une énergie qui est purement mécanique. Les premières machines que l'on a utilisées étaient purement mécaniques. Elles étaient entraînées par exemple par des moulins à eau, par des moulins à vent. Ce n'est plus ni moins que l'entraînement d'une roue par l'air ou par l'eau qui vient mettre en mouvement une installation et permettre sa fonctionnalité. On peut rencontrer également une énergie cinétique, si je puis dire, c'est-à-dire que vous avez des machines qui sont tout simplement propulsées par le fait qu'il y a de l'attraction terrestre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appellera donc les énergies de puissance, toutes ces énergies qui permettent justement à la machine de se mettre en route. Les énergies résiduelles, je viens d'en citer une. Vous avez un certain nombre certaines de ces énergies que je viens de citer peuvent s'accumuler dans la machine. Par exemple, si on parle d'électricité, il y a dans certaines machines des accumulateurs. Un accumulateur d'énergie, c'est un composant électronique, qui, comme son nom l'indique, a pour mission d'accumuler une certaine quantité d'énergie pour être capable de la libérer d'un seul coup lorsqu'on en a besoin. Par exemple, un petit accumulateur d'énergie, si vous avez eu l'occasion de connaître des appareils photo jetables, il y avait dans ces appareils photo jetables des flashs alimentés par une petite pile LR6 de mémoire. Pour que le flash puisse se faire, il faut accumuler une grande quantité d'énergie et la libérer instantanément pour donner l'intensité lumineuse. La pile en elle-même ne peut pas délivrer autant d'énergie en si peu de temps. Donc en fait, l'énergie est accumulée dans un composant pour ensuite être libérée instantanément lorsque vous appuyez sur le bouton. C'est pour ça aussi que le flash avait besoin de temps pour se recharger. Ce qui veut dire que si jamais vous démontiez ces appareils photo, vous deviez prendre le temps de décharger l'accumulateur, sinon en mettant les doigts dessus, vous risquiez de prendre une belle châtaigne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'énergie résiduelle d'ordre électrique.
Et il y a de nombreux composants dans des machines qui sont susceptibles d'accumuler de l'énergie électrique et qui doivent donc être déchargés avant de mettre les mains dedans. Il ne suffit pas seulement de débrancher la prise de courant. Dans les énergies résiduelles, on peut avoir également des énergies mécaniques. Par exemple, vous avez un contrepoids. Je vais prendre l'exemple d'un ascenseur. Un ascenseur, pour qu'il fonctionne, vous avez donc une cabine qui monte et qui descend, et cette cabine, son poids est contrebalancé par un contrepoids. C'est-à-dire que dans la cage d'ascenseur, vous avez une masse qui vient compenser le poids de la cabine et de ses occupants par une masse de métal, généralement de la fonte, pour éviter que ce soit au moteur de tirer la totalité en fait de la charge. Donc vous avez potentiellement, lorsque la cage d'ascenseur est au rez-de-chaussée, vous avez le contrepoids qui est tout en haut, du bâtiment. Ce qui veut dire que si vous mettez à l'arrêt l'installation, si vous mettez à l'arrêt l'ascenseur, vous avez toujours la présence de ce poids qui potentiellement ne demande qu'à descendre. Donc vous avez une énergie résiduelle qui est présente ici sous forme d'une masse attirée par l'attraction terrestre. Donc lorsqu'on va travailler sur ce genre d'installation, une des précautions, ça sera par exemple de descendre les contrepoids. Ça peut être dans un atelier, faire redescendre le palan qui est accroché en hauteur, faire descendre la chaîne qui est accrochée au mur par exemple. On peut avoir également des appareils qui sont alimentés par une énergie pneumatique qui accumulent de l'air comprimé. On peut avoir des réservoirs d'air comprimé. Par exemple, sur des voitures marque Citroën, c'était leur créneau, ils arrivaient à assurer un meilleur confort de la voiture parce que les suspensions étaient reliées à un système pneumatique qui assurait une meilleure suspension. Le mécanicien qui intervient ou la mécanicienne qui intervient sur cette installation, lorsqu'elle veut démonter les suspensions, va devoir du coup purger l'installation pneumatique. Sinon, ce qu'il ou elle risque, c'est de se retrouver avec une détente violente de l'air comprimé qui lui arrive à la figure. Donc dès qu'on a à faire une installation pneumatique, il faut impérativement la purger. Parce que vous avez de l'air sous pression, et de l'air sous pression ne demande qu'une chose, c'est sortir. Et si vous ne le dégagez pas de manière canalisée, il peut le faire de manière violente. Dans le même ordre d'idée, on a des risques résiduels. En risque résiduel, ça va être la présence donc de résidus. Si on a une machine dans laquelle on a l'habitude d'avoir des produits chimiques à l'intérieur, on peut avoir des résidus de produits acides, basiques, inflammables, toxiques, nocifs. Donc ça fera partie des risques résiduels. Et on a des risques intrinsèques. Les risques intrinsèques, ce sont des risques propres à la conception de la machine. Par exemple, le fait d'avoir des couteaux à l'intérieur. On a des machines qui, leur travail c'est de broyer. Pour broyer, elles ont besoin de couteaux. Ces couteaux en eux-mêmes sont dangereux. Même s'il n'y a plus d'énergie de puissance, il n'y a plus d'énergie résiduelle, s'il n'y a pas de risque résiduel, il y a quand même la présence de ces couteaux, et ces couteaux en eux-mêmes sont dangereux. Et enfin, on a tous les risques liés à l'environnement dans lequel la machine est installée. Alors l'environnement peut être froid, peut être chaud, peut être humide, peut être sec, peut être glissant, peut être inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène dedans. Donc l'environnement peut être lui-même source de danger. Il peut y avoir des trous également, des zones au travers desquelles vous pouvez chuter, des fosses. Donc tous ces éléments sont également des facteurs de risque. Donc nous allons approfondir ces éléments-là dans la séquence qui vient. Alors, un focus sur les énergies de puissance. Dans les énergies de puissance, on a tout d'abord... Ensuite, on a tout ce qui est énergie mécanique. Dans les énergies mécaniques, on a tout simplement un arbre qui tourne. Quand on parle d'arbre, c'est un axe circulaire, un cylindre qui tourne sur lui-même pour entraîner une roue de voiture, pour entraîner une locomotive, pour faire tourner une perceuse, pour faire tourner une visseuse, pour faire tourner une meuleuse, etc. Donc on a un élément qui tourne. Mais cet élément qui tourne, il peut vous entraîner la main, il peut vous entraîner une manche, il peut vous entraîner une écharpe, il peut vous entraîner une cravate, il peut vous entraîner tout ce qui traîne en termes de vêtements.
Ça peut vous étrangler. Ça peut vous blesser tout simplement la main si c'est la main qui passe dedans. Ça peut vous broyer un membre à partir du moment où vous avez tout qui est entraîné. Ne parlons pas des engrenages qui, pour le coup, ne vous pardonneront pas parce que non seulement ils vous entraînent, mais en plus ils écrasent. On peut avoir également des risques de projection. Donc là, par exemple, une meuleuse, quand on meule, il y a des projections. Vous pouvez les prendre dans les yeux, vous pouvez les prendre sur la peau. Ces projections, elles peuvent être chaudes et déclencher un feu à proximité d'elles. Donc on peut imaginer beaucoup de choses au travers de ça. Des risques de perforation aussi, c'est-à-dire que vous êtes, ça traverse votre main, ça traverse votre peau, enfin tout ce qui traîne. Des risques de coupure tout simplement. Et des risques d'écrasement. Pensez à des grosses presses qui peuvent pour certaines écraser à raison de plusieurs tonnes. Hein. On parle de presses qui sont utilisées en métallurgie, hein, par exemple. Si vous laissez une main traîner là-dessous, les conséquences évidemment peuvent être catastrophiques. On a également les énergies pneumatiques et hydrauliques. Distinguez bien les deux. Quand on parle d'hydraulique, ça veut dire qu'on est en présence d'un liquide. Un liquide est incompressible. C'est-à-dire que si vous coupez l'apport de puissance, si vous coupez la pompe par exemple, s'il n'y a pas une colonne de liquide, c'est-à-dire si le liquide n'est pas présent dans un tuyau qui est monté à la verticale et qui monte à 10, 20, 30 étages, la pression en fait ne peut pas être accumulée. On ne peut pas mettre un liquide, on ne peut pas compresser un liquide. Donc si on ne peut pas compresser un liquide, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre sous pression. Par contre, on peut le mettre en mouvement. On peut effectivement, par le biais d'une pompe, le monter, l'amener en fait à pousser devant lui à 1 bar, 2 bars, 3 bars, 10 bars, 200 bars, pourquoi pas, par exemple pour la pression hydraulique, hein, on met de l'huile à plusieurs centaines de bars. Et également, si ce liquide est accumulé à la verticale, hein, quand vous montez à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, imaginez une colonne remplie d'eau, tout simplement. Tous les 10 mètres, vous gagnez un bar. Donc si vous avez un bâtiment qui fait 100 mètres de haut, au pied du bâtiment, l'arrivée d'eau potable, elle peut monter à 10 bars. Si vous n'avez pas de 10 bars au pied de l'immeuble, l'eau n'arrivera pas tout en haut de l'immeuble, tout simplement. Donc il faut la mettre sous pression. Donc vous pouvez avoir une pression résiduelle dans une canalisation hydraulique d'eau, même si c'est que de l'eau, il peut y avoir de la pression dedans, qui peut atteindre plusieurs centaines de bars, dans le cas notamment de l'énergie hydraulique, si il y a une machine qui est derrière, ou si il y a, quand je dis une machine, une pompe, ou si ce volume est présent sur une très grande hauteur, et à ce moment-là, c'est la hauteur qui fait la pression. Et d'un autre côté, il y a l'énergie pneumatique. Et l'énergie pneumatique, ça veut dire qu'on comprime de l'air. Et là, pour le coup, une fois que l'air est comprimé à l'intérieur d'un récipient, même si on coupe la pompe, et même s'il n'y a pas une grosse réserve, cette énergie pneumatique est conservée. Par exemple, l'air qu'on va accumuler dans un pneu. Monter à 3 bars par exemple, 2 bars 5, enfin ça dépend des pneus, vous avez cette pression d'air qui est en permanence présente. Donc si vous la libérez brutalement, elle va vous exploser la figure. Ça fera pas de flamme, mais n'empêche que ça va vous projeter des éléments à la figure et ça peut vous projeter vous-même plus loin. Donc il y a des risques déjà d'atteinte auditive, hein, quand juste de l'air pneumatique se détend violemment, hein, il y a une explosion, ça peut faire mal aux oreilles. Des risques de projection, ça peut vous envoyer des objets à la figure, hein, ce qui a été éclaté. Je parle de blocs de glace à la détente. Il y a eu le cas de figure où quand on purge une installation d'air comprimé, c'est que de l'air comprimé, hein. Vous avez, il n'est pas rare qu'il y ait de l'humidité qui s'accumule dans cette citerne. Déjà ça peut la rouiller, c'est pas une bonne chose, donc on met des filtres normalement pour empêcher l'humidité de s'accumuler dedans, mais ça peut arriver quand même. Donc vous avez de l'humidité qui peut se mettre dedans, qui peut former une flaque en bas de la cuve, ce qui fait que quand vous allez purger, pour une raison ou une autre, par exemple de la maintenance de la cuve, vous allez avoir l'eau qui va sortir.
Et il y a un phénomène qui fait que quand l'air se détend, l'air se refroidit. Donc l'air va refroidir l'eau, si bien qu'il est capable à un moment donné de faire des blocs de glace. Et ce bloc de glace, il peut se bloquer pendant un instant dans l'échappement, empêcher la purge, et puis à un moment donné, il va fondre, et quand il aura suffisamment fondu, tout va se libérer. Sauf que le bloc de glace va partir comme une balle de fusil. Et ça peut être extrêmement dangereux. Vous avez également tout ce qui est détente brutale d'organes en mouvement. Il peut arriver avec un robot qui est entraîné par une énergie pneumatique que ce robot-là, si par mégarde, vous n'avez pas pris vos précautions, vous le déclenchez, ben oui, mais il est toujours sous pression pneumatique. Donc même si vous avez coupé l'alimentation d'une manière ou d'une autre, ben, le robot va d'un coup se détendre et vous envoyez pourquoi pas son bras dans la figure. Les conséquences, on peut imaginer, peuvent être multiples. Ce sont donc là tous les risques liés à l'énergie pneumatique ou hydraulique. On a ensuite tout ce qui est énergie résiduelle. Énergie résiduelle, on va avoir tout ce qui est risque mécanique. Risque mécanique, là par exemple vous avez un arbre en mouvement. Donc l'arbre en mouvement, vous imaginez bien que vous pouvez vous prendre la main dedans, les écharpes, etc. On a déjà évoqué. Il y a un risque également avec ça, c'est qu'un arbre, ça a une certaine inertie, c'est-à-dire que même si on arrête le moteur, l'arbre peut continuer à tourner. Alors ça dépend des installations, il y en a qui ont des systèmes de freinage immédiats ou tardifs. Et lié à ça, il y a également un risque, c'est qu'un arbre qui tourne, on ne le voit pas forcément qu'il est en train de tourner. Si ça ne fait pas de bruit, ou si l'atmosphère est trop bruyante pour qu'on puisse se rendre compte que c'est cet arbre qui est en train de tourner, on ne peut compter que sur nos yeux et nos yeux peuvent nous tromper. Quand vous avez une pièce qui tourne à plusieurs milliers de tours minute, vos yeux ne sont plus capables de les voir parce que vos yeux sont capables de distinguer des mouvements de mémoire à hauteur de 25 mouvements par seconde. Donc là, on est largement dépassé. Et cela peut être d'autant plus accentué par l'éclairage des locaux. Il y a eu des accidents causés par le fait que des éclairages au néon qui clignotent, on ne les voit pas parce qu'on est au-delà des 25 images secondes, des 25 Hertz, donc 25 clignotements secondes, mais le néon clignote. Et il est arrivé que le néon clignote à la même vitesse de rotation que l'arbre, si bien que les deux effets s'annulent et on ne voit pas l'arbre tourner. Donc là, vous avez quelqu'un à proximité qui n'entend pas parce qu'il a peut-être des protections auditives ou que l'environnement est bruyant, qui ne voit pas l'arbre tourner parce que la fréquence lumineuse correspond à la fréquence de rotation de l'arbre. Du coup, comme il pense que l'arbre est arrêté, il met les mains dedans et là, la main est entraînée. Voilà le genre de risques qui peuvent arriver. On a certaines machines qui peuvent intégrer des rayonnements ionisants. Alors, on parle de radioactivité, tout simplement. La radioactivité, elle peut être provoquée de manière électrique. Le cas des rayons X, on a des générateurs à rayons X, c'est-à-dire que quand la machine est alimentée, elle génère un rayonnement ionisant. Si vous coupez l'électricité, elle n'en émet plus. Il y a également des installations dans lesquelles on a positionné une charge radioactive, c'est-à-dire que l'élément en lui-même est radioactif, qu'il y ait une alimentation ou pas, la radioactivité est toujours présente. Et dans ce cas de figure, vous aurez beau couper l'alimentation électrique, il y aura toujours cette radioactivité qui sera là, il faudra donc travailler avec. Dans ce cas de figure, le seul moyen que vous avez de vous préserver de la radioactivité, c'est de l'enfermer. Donc pour ce genre de cas, on a un conteneur en fait qui est prévu pour enfermer l'élément radioactif à l'intérieur lorsqu'on a besoin de s'en préserver. Alors là, par exemple, sur la diapositive, vous voyez un conteneur qui est utilisé dans les radiographies industrielles, quand on a besoin, par exemple, de s'assurer qu'un pilier de béton n'est pas fissuré à l'intérieur. On lui fait une radio sur place, et cette radio, elle utilise un rayonnement ionisant. On envoie de la radioactivité d'un côté du poteau, et de l'autre côté, on mesure la radioactivité reçue. Ça permet d'avoir une image du contenu du poteau. Cet élément est donc héberge une source radioactive
Et pour s'en préserver, lorsque l'on ne s'en sert pas, la source radioactive rentre à l'intérieur, on a un système de vis sans fin, et la source radioactive rentre à l'intérieur d'un conteneur en plomb et ça permet de ne pas être exposé à la radioactivité. Voilà. Nous parlons encore du risque électrique, là des accumulateurs. Les accumulateurs électriques, je vous avais expliqué le cas par exemple de l'appareil photo, mais les accumulateurs, il y en a dans énormément d'équipements électriques. Donc là, pour le coup, il faut des compétences particulières pour savoir où est-ce qu'il y en a, savoir les repérer, savoir surtout les décharger. Dans les notices techniques des appareils, vous avez également des avertissements qui peuvent vous être donnés sur le fait de ne pas démonter un appareil tout de suite après l'avoir éteint, laisser passer un certain temps, justement pour qu'il puisse se décharger, ce genre de choses. En matière de risque électrique, il nous faut également parler du photovoltaïque. Quand vous avez des installations photovoltaïques sur un bâtiment, en fait, vous ne pouvez pas couper l'alimentation électrique. Tant qu'il y a du soleil, il y a une alimentation électrique. Parfois même, simplement une bonne lune, une pleine lune, peut générer un petit courant électrique. Pas suffisant pour vous recharger vos batteries, mais suffisant en attendant pour vous donner une bonne châtaigne. Donc dès que vous avez des panneaux photovoltaïques, derrière ces panneaux photovoltaïques, les câbles sont potentiellement, tout le temps, potentiellement, alimentés en électricité. Donc il faut prendre des précautions particulières pour pouvoir s'en préserver. On a également un risque qui est assez peu connu encore, qui concerne les effets électromagnétiques. Quand vous avez une installation qui consomme énormément d'électricité, autour du câble électrique peut se générer un rayonnement électromagnétique. Alors, ce rayonnement électromagnétique, il peut perturber d'autres installations. Il peut perturber des installations de radio, il peut perturber des téléphones, il peut perturber un ordinateur. Vous pouvez avoir un écran qui se met à se strier parce qu'il y a un rayonnement électromagnétique à côté. Si vous avez quelqu'un qui porte un pacemaker, ça peut dérouter son pacemaker, par exemple. Et cet effet électromagnétique, il peut aussi induire un courant dans les installations métalliques qui sont à proximité. Par exemple, quand vous avez un câble de très haute puissance qui circule le long d'une structure métallique, un poteau ou un pilier en métal, dans le poteau ou le pilier en métal, vous pouvez avoir une induction électromagnétique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une petite quantité d'électricité qui se produit à l'intérieur, suffisante pour générer par exemple une étincelle, ce qui peut être catastrophique dans une zone potentiellement explosive. On a également dans les risques les énergies en fait accumulées, divers risques liés à la pesanteur. Une pièce mobile qui est en pleine course, en fait, elle peut chuter brutalement à tout moment. L'énergie cinétique également, quand vous avez un palan, un crochet qui est suspendu, à tout moment il peut se libérer et puis rejoindre le sol. Si vous avez quelqu'un qui est au milieu de la course, cette personne peut prendre des éléments dans la figure. Donc ça fait partie des risques divers à intégrer. Au niveau intrinsèque, vous avez certaines machines dont les équipements en eux-mêmes sont dangereux. Certaines machines sont équipées de réservoirs sous pression, sont équipées de sources radioactives, sont équipées, sont en fait conçues pour faire une compression, ce sont des presses. Vous avez des véhicules qui par eux-mêmes, par le fait d'être mobiles, par le fait de pouvoir soulever des charges, peuvent être dangereux. On parle des monts de charge également. Le fait de soulever des charges, c'est en soi dangereux. Vous avez des objets qui sont tournants. Des objets qui génèrent des courants électriques, voire des rayonnements ionisants. Ça peut être des émetteurs radio. Vous avez des appareils qui génèrent de la chaleur, qui génèrent du froid, suffisant pour brûler ou suffisant pour coller la main de quelqu'un sur l'élément quand il est très froid. Vous avez des lasers, vous avez des accumulateurs électriques, vous avez des surfaces qui sont en mouvement permanent, des surfaces qui coupent. Donc certains éléments par eux-mêmes sont source de danger. Et donc les machines, bien souvent, sont conçues justement pour apporter ces éléments-là parce qu'on s'en sert, mais ça peut être également une menace. Donc à ce titre, il nous faudra être vigilant également de ces risques intrinsèques à la machine. On va parler également des risques résiduels. Dans les risques résiduels, notamment tout ce qui est risque chimique, le fait que dans certaines machines, on utilise ces produits-là.
Si derrière on veut intervenir, il va falloir du coup nettoyer les résidus qui peuvent potentiellement être agressifs pour la personne qui mettrait les mains dedans. On va également avoir des risques thermiques. Dans le risque thermique, ça peut être du chaud ou du froid. Et là, il ne suffit pas d'arrêter la machine pour que tout s'arrête. Il va falloir laisser le temps à l'élément de se refroidir ou de se réchauffer. Nous allons mettre en application ces enseignements sur une étude de cas relativement basique, simple, à partir d'une esquisse d'un atelier de fabrication mécanique. Vous avez également la présence d'un étau. Un étau, lorsqu'on ne l'utilise pas, on enlève tout ce qui est dedans. Parce que quand vous emprisonnez par exemple un ressort dans un étau, le ressort ne demande qu'une chose, c'est à sauter. Donc on retirera cet élément lorsqu'on n'utilise plus l'étau. La machine permettant de faire la radiographie industrielle n'a rien à faire en plein milieu d'une pièce quand on ne l'utilise pas. Elle est remisée dans une armoire en plomb notamment, ou alors dans un local qui est dédié à son stockage, avec un affichage de sécurité spécifique et une restriction d'accès à ces locaux-là. On ne peut pas se permettre de la laisser en plein milieu d'un atelier accessible à un kidam. Il vous faut une habilitation spécifique pour utiliser ce genre de machine. Et notamment avoir dans l'entreprise une personne qui soit habilitée PCR, personne compétente en radioprotection, qui sera chargée de faire les études préalables pour s'assurer des conditions d'utilisation de cette machine en toute sécurité. Un palan doit également être vérifié chaque année. Là, pour le coup, il vous faut des compétences particulières et cela peut nécessiter l'intervention d'une entreprise extérieure. Et on a fait le tour donc de tout ce qui pouvait être obligation de contrôle. On verra plus tard sur les obligations de conception. Voilà, cette séquence-là est terminée. Merci pour votre attention. Nous allons dans cette nouvelle séquence nous intéresser aux obligations relatives à l'achat, à la mise en œuvre d'une machine nouvelle. Cela s'applique également aux fabricants de ces machines-là et à la façon dont ils vont devoir concevoir la machine pour ensuite l'homologuer et permettre son utilisation en milieu professionnel. Ce que l'on va voir ici concerne donc le milieu professionnel, mais la philosophie est la même pour ce qui concerne les machines utilisées en milieu privatif, si je puis dire. On a, vous allez le voir, des obligations de sécurité à intégrer dans la machine en elle-même. Et ces obligations-là sont préalables à la commercialisation, à la distribution de ces machines, notamment sur le territoire européen et français. Vous pouvez, pour vous simplifier la vie, nous le verrons, faire usage de machines qui sont porteuses d'un logo norme française ou CE norme européenne, qui sont tout simplement la preuve que la machine a passé une batterie de test pour vérifier que la machine fonctionnait suivant les standards. Alors, on va tout d'abord parler du principe d'homologation. Lorsqu'une machine est homologuée, cela signifie qu'elle respecte des standards et ce respect des standards vous est donc attesté par un label, un logo apposé sur la machine, accompagné d'un certificat dans sa notice technique. En l'occurrence, sur le territoire français, on va être intéressé notamment par les labels CE qui font référence donc du coup à une homologation européenne et les labels NF qui font référence à une homologation norme française. Ce que ça signifie donc, c'est que avec ce label apposé sur la machine, vous, en tant qu'utilisateur, vous avez la garantie que la machine respecte les standards réglementaires en vigueur et applicables à cette machine. Par exemple, si elle était alimentée électriquement, vous avez la garantie que cette machine intègre les sécurités électriques nécessaires pour son fonctionnement et tel qu'exigé par la réglementation. L'homologation n'est pas une obligation, c'est un outil. Vous pouvez très bien concevoir votre propre machine et l'utiliser, ou utiliser une machine qui ne soit pas porteuse d'un label. Par contre, cela signifie que c'est à vous de vous assurer que cette machine intègre les sécurités dont elle a besoin. Et ça peut être un travail très fastidieux. C'est la raison pour laquelle les constructeurs ou les importateurs, distributeurs, vendeurs de ces machines-là ont intérêt à
procéder à leur homologation pour que leur utilisateur, au final, n'ait pas besoin de faire ce travail par lui-même. Cela entend que donc constructeurs ou vendeurs devront déposer un dossier auprès soit des autorités européennes, soit des autorités françaises pour décrire le fonctionnement de la machine et comment cette machine est capable de répondre aux obligations de sécurité qui lui sont applicables. Cette certification peut se faire de différents types. On peut parler d'auto-certification. Cela signifie que le constructeur, le distributeur va faire en quelque sorte une déclaration sur l'honneur, mais qui est un petit peu plus élaboré qu'un simple écrit, c'est un dossier technique complet, qui va permettre de déterminer de quelle manière son outil respecte les standards. Vous avez également la possibilité de préparer un examen de type. Qu'est-ce qu'on appelle un examen de type? Quand vous allez fabriquer une machine en série, une fois que votre prototype est élaboré et que vous avez fabriqué un premier jet, vous allez déposer un dossier pour une machine type. Et à partir du moment où le dossier est accepté pour cette machine type, on considère que toutes les machines qui sortent du même moule, si je puis dire, sont réputées elles-mêmes respecter les mêmes standards et donc être porteuses de la même homologation. Vous avez également le principe du système d'assurance qualité complète. C'est un système qui est plutôt intéressant pour les fabricants qui sont amenés à adapter des machines sur mesure, comme par exemple en milieu agricole. Le système d'assurance qualité complète leur permet de réaliser des adaptations sans pour autant devoir systématiquement réaliser un dépôt, une demande d'agrément pour chaque machine personnalisée. C'est-à-dire qu'on considère que le process de conception et de fabrication de la machine en lui-même est homologué de sorte à assurer que les machines qui sortent de cette usine soient réputées conformes aux standards européens et français. Donc là, on n'homologue plus une machine en particulier, mais une façon de fabriquer des machines. Tout ceci se fait bien évidemment sur la base de standards qui sont des normes horizontales ou verticales. Quand on a une norme horizontale, on a une norme qui va s'appliquer de manière transversale, c'est-à-dire que on parle d'un sujet de sécurité qui peut concerner tout type de machine. Par exemple, lorsque vous avez une machine qui utilise de l'électricité, cette électricité, qu'elle alimente un ordinateur, un convoyeur, une imprimante ou une perceuse, ça reste de l'électricité. C'est-à-dire que pour s'en préserver, il nous faudra des protections contre la surtension, des protections contre les courts-circuits, contre les courants de fuite par exemple, la mise à la terre. Donc c'est quelque chose de standard, quelque chose de transversal. Ainsi, la norme qui décrit les conditions de sécurité pour les appareils électriques s'applique de manière transversale, de manière horizontale. On est sur une norme de type B2 ou A qui sera donc horizontale. Et on a dans certains cas des normes verticales, ce sont des normes qui s'appliquent à certains types de machines en particulier. Par exemple, un véhicule roulant, un véhicule routier. Si vous voulez mettre un véhicule en circulation routière, pour obtenir son immatriculation, il va falloir qu'il respecte une norme qui est spécifique au véhicule routier, qui ne sera pas la même que celle applicable par exemple à un chariot élévateur ou à un tracteur. Donc on a deux types de normes verticales, vous voyez ici, pour des engins qui pourtant tous les deux roulent. Voilà, on pourrait se dire c'est transversal, non, là pour le coup ça sera vertical. Donc vous avez une combinaison de ces deux types de normes, horizontales ou verticales. Un même appareil peut devoir répondre de ces deux éléments. C'est donc là la responsabilité du constructeur, fabricant, concepteur, distributeur de cette machine de s'assurer que ces normes-là sont respectées.
Et de fait, côté acheteur, il est fortement recommandé, si vous voulez vous éviter de devoir faire un audit technique complet de la machine pour vous assurer qu'elle respecte les normes, le minimum, on dirait, c'est de faire en sorte que cette machine elle soit porteuse des standards CENF. Un standard CENF, donc encore une fois, ça n'interdit pas d'effectuer des modifications si elles sont effectuées dans le respect des textes de conception. Ça n'interdit pas non plus d'effectuer des modifications si par vous-même vous assurez que les règles de sécurité ne sont pas modifiées. Mais dès lors que vous voyez CENF, cela signifie que la machine respecte les standards, respecte les normes, dans la mesure où vous l'utilisez pour ce pourquoi elle a été destinée et en respectant les prescriptions du constructeur. Donc voilà, c'est finalement un outil, les normes CENF, qui permettent de faciliter la vie de l'acheteur, si je puis dire, en s'assurant dès le début qu'il a affaire à une machine qui est déjà homologuée. Ça facilite également le commerce, ce n'est pas pour rien que ça a été pris au niveau européen, c'est que ça permettait une libre circulation des machines en Europe, qu'elles aient été fabriquées en Italie ou en France, elles peuvent être vendues en Allemagne ou inversement. On sait au travers de ça qu'on respecte les mêmes standards, donc ça facilite également l'économie européenne. Lorsqu'on utilise une machine, donc il y a des obligations qui sont donc liées à la machine en elle-même pour pouvoir l'utiliser cette machine en particulier, mais il y a également des obligations liées à l'usage. C'est-à-dire que vous avez des formations obligatoires, des agréments obligatoires pour pouvoir utiliser non pas une machine en particulier, mais une catégorie de machines. Par exemple, lorsque vous allez utiliser des équipements utilisant des rayonnements ionisants, par exemple, il vous faut des habilitations spécifiques. Lorsque vous allez utiliser un chariot élévateur, il va vous falloir une attestation, une autorisation de conduite de la part de votre employeur. Lorsque vous allez être amené à utiliser un monte-charge, il va vous falloir donc une attestation complémentaire. Donc vous avez des éléments qui sont spécifiques et qui peuvent s'ajouter du coup à ces formations initiales. Donc si je puis dire, il y a une formation transversale et une formation spécifique, là encore une fois au niveau de la machine. Au niveau de l'entretien, donc sont soumis à vérification périodique réglementée, généralement annuelle, tout ce qui est appareil de levage, engin de chantier, machine à risque spécifique, les presses, les compacteurs à déchets, les massicots. Également tout ce qui est appareil électrique d'une manière générale. Tout ce qui est électrique est soumis à un contrôle annuel. Et on doit consigner tous ces résultats dans un registre de sécurité, en fait, ni plus ni moins que le document unique. Le document unique porte, pour moi, assez mal son nom. On devrait plutôt parler d'un dossier, c'est-à-dire que on n'a pas seulement une évaluation des risques dedans, on a également la preuve de la mise en œuvre des actions de prévention, des contrôles qui sont réalisés sur les installations. Donc en fait, vous rajoutez à votre document unique les résultats des contrôles annuels qui sont effectués sur vos appareils mécaniques. Donc lorsque vous avez commandé une machine et que vous la recevez, il va y avoir un certain nombre de contrôles à effectuer dessus pour vérifier qu'elle respecte les standards. Alors nous pouvons nous projeter dans une situation de travail type, une étude de cas, où vous recevez par exemple un agitateur. L'agitateur est donc c'est une hélice en fait qu'on vient plonger dans un fût de produits chimiques ou de produits agroalimentaires, de sorte à agiter le contenu de ce fût. C'est en quelque sorte le mixeur de la cuisine mais en grande taille. Évidemment, c'est une machine à risque parce que vous avez par l'usage déjà le fait de devoir monter un fût au niveau de cette machine, il faudra prendre des précautions par rapport à la sécurité du personnel qui va faire la manutention. Mais sur la machine en elle-même, vous avez une machine qui du coup là est propulsée par une énergie électrique. Donc vous avez un risque lié à l'électricité. Vous avez un risque mécanique parce que vous avez un arbre qui va entraîner la vis sans fin, l'hélice, et l'hélice en elle-même est potentiellement une source de risque. Sans parler des risques de projection du liquide qui va être agité, et si ce liquide est dangereux, il faudra prévenir de fait l'exposition des salariés.
Donc là, vous voyez, au niveau d'une machine comme celle-ci, il y a déjà un certain nombre de vérifications préalables à faire déjà au moment de la commande, hein, s'assurer qu'elle respecte les standards. Et au moment où vous la réceptionnez, eh ben, il peut y avoir des surprises. Là, en l'occurrence, vous voyez sur cette photo, on se rend compte que les salariés, lorsqu'ils veulent utiliser cette machine pour faire des mélanges, ben, il va falloir qu'ils apportent un complément au produit qui est déjà présent dans le fût. Mais pour comporter ce complément, il faut qu'il lève un autre fût pour le vider dedans. Alors, cette opération, elle n'est pas sans risque, parce que déjà, il faut être à deux pour le faire, parce que cela veut dire que vous vous rapprochez de l'arbre de transmission de l'hélice, donc ça peut vous amener à vous poser des questions. Et ce que vous ne voyez pas non plus sur cette photo, c'est que de prime abord, lorsque la machine a été installée, elle s'est retrouvée à plaquer au niveau d'une surface qui était inaccessible le bouton d'arrêt d'urgence. Donc là, suite à la réception, on se rend compte que la machine doit être modifiée pour repositionner le bouton d'arrêt d'urgence et pour rajouter un capot de protection autour de l'arbre de transmission de l'hélice, de sorte que lorsque le chargement va être réalisé, il n'y ait pas de contact possible entre les mains des opérateurs et cet arbre. Donc là, cela pose la question de est-ce qu'on garde cette machine? Si on la garde, qui fait les adaptations? Qui a le droit de les faire? Qui a les capacités de les faire? Et est-ce que ces adaptations ne remettent pas en question l'homologation de la machine? Donc là, en l'occurrence, les adaptations ont été faites sur le site client parce que le site client avait un chaudronnier qui était capable de faire le capot, un électricien qui a été capable de déplacer le bouton d'arrêt d'urgence et aucune de ces modifications, en concertation avec le fabricant, n'était de nature à faire sauter l'homologation. Voilà. Ce sont donc des exemples d'adaptations qui peuvent être amenées à être réalisées. Voilà, cette séquence est désormais terminée. Je vous remercie pour votre attention et il en reste désormais une sur les principes de consignation, déconsignation. Voilà, dans la séquence qui va suivre, nous allons nous intéresser aux principes de consignation, déconsignation. En substance, le cas type, c'est lorsque vous allez devoir faire une opération de maintenance sur la machine. Il faut la mettre à l'arrêt pour pouvoir travailler dessus. Donc cette mise à l'arrêt nécessite une mise en sécurité de la machine pour pouvoir intervenir. Dans ce cas de figure, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer la zone de travail, communiquer les instructions aux personnes qui vont intervenir, s'assurer que ces informations sont bien comprises et, en temps voulu, lever les consignations. Une consignation, elle doit être précédée d'une analyse de risque, elle doit être suivie par une information à transmettre et elle doit être tracée, c'est-à-dire qu'on doit être capable de voir quand est-ce qu'on a fait l'analyse, quand est-ce qu'on a consigné, quand est-ce qu'on a transmis les infos, quand est-ce qu'on a déconsigné. Nous avons de la même manière la nécessité, dans certains cas, d'apposer des étiquettes sur les éléments qui ont été consignés. Par exemple, quand on coupe l'alimentation électrique d'une machine. Non seulement il est fortement recommandé de consigner mécaniquement cette alimentation électrique, de sorte que quelqu'un ne soit pas tenté par méconnaissance de réarmer et de renvoyer l'électricité dans une installation sur laquelle quelqu'un est en train d'intervenir. Et pour renforcer cette consignation mécanique, de rajouter des étiquettes qui vont signaler la consignation et donner quelques informations de base sur l'objectif, la durée et qui contacter en cas de besoin. Alors maintenant, la question est de comment est-ce qu'on fait la consignation. Il y a des consignations qui sont relativement simples à réaliser, comme par exemple au niveau électrique, on met hors tension, on condamne au niveau du coffret d'alimentation, on déconnecte si besoin et si on peut une prise de courant, dans certains cas on va même débrancher les fils une fois que la consignation a été faite au niveau du tableau. Ça peut être également une consignation pneumatique, c'est-à-dire qu'on va fermer des vannes, on va les condamner, on va purger les circuits, on va laisser la pression s'évacuer, on va purger, on va nettoyer, on va faire passer des fluides de nettoyage à l'intérieur de certains circuits, notamment s'ils étaient amenés à transporter des produits dangereux. Si on doit purger des produits potentiellement inflammables, irritants ou toxiques, on peut être amené soit à les récupérer,
par le biais de systèmes de pompe, de citernes, ou les brûler. Dans certains cas, on peut être amené à brûler en fait le contenu d'une citerne pour la purger, hein, ou le contenu d'une capacité. On a ce qu'on appelle donc du coup dans ces cas-là l'utilisation de torchères. On va brancher une torche à la sortie du circuit, puis on va faire brûler au fur et à mesure ce qui en sort. On a également tout ce qui est énergie résiduelle à purger, hein, à consigner. Donc là, pour le coup, les pièces en mouvement, on va les verrouiller en position de repos. On avait parlé tout à l'heure d'un palan. Le palan, on le ramène au mur et on replie également son bras au niveau du mur. On immobilise les choses. Et avant de les immobiliser, on les met aussi dans la position la plus neutre possible. Donc, ce qui peut être ramené au sol est ramené au sol. Et faire également attention à tout ce qui est accumulateur. Accumulateurs électriques, on doit les décharger. On les met à la terre également. Le fait de mettre à la terre prévient le risque que cet élément, par diverses raisons, puisse se recharger en électricité. Voilà, parce que par exemple, on n'aurait pas suffisamment consigné, ou par différents phénomènes, notamment d'induction aussi, ça peut arriver, l'élément pourrait se recharger. Également purger les réservoirs d'air pneumatique, réservoirs d'eau, réservoirs notamment en hauteur. Pensez également à la pression qui peut s'accumuler dans un circuit hydraulique simplement par le fait que ce circuit vient de loin, il vient de haut. On a également tout ce qui est consignation de risques résiduels, donc les résidus chimiques, vidange, rinçage, et résidus de matière, dans ce cas-là, ce sera du nettoyage. Donc voilà comment consigner. Consigner, c'est couper l'alimentation, purger, nettoyer, et s'assurer de la condamnation de cette consignation. Alors pour mettre cela en œuvre, je vous propose d'étudier un certain nombre de cas pratiques. Dans ces cas de pratique, vous serez amené à vous interroger sur quels sont les risques en présence sur cette machine, quelles sont les énergies de puissance, quelles sont les énergies résiduelles, quels sont les risques résiduels, quels sont les risques intrinsèques à la machine et éventuellement les risques liés à l'environnement. De vous poser la question de comment vous neutralisez chacun de ces éléments, comment vous coupez les énergies de puissance, comment vous évacuez les énergies résiduelles, comment vous nettoyez les risques résiduels, comment vous isolez les risques intrinsèques. Par exemple, peut-être que l'on peut mettre des capots de protection ou des chaussettes de protection sur des lames, par exemple, hein. Et les risques liés à l'environnement, comment est-ce que vous neutralisez ces risques liés à l'environnement. Donc une fois que vous avez identifié ça, vous allez vous faire un plan de consignation. Il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Par exemple, si vous avez décidé de déconnecter électriquement une machine de l'installation, avant d'intervenir sur les fils électriques, il faudra quand même consigner électriquement au niveau du tableau électrique, en amont. Et donc une fois que vous avez établi ce plan, là vous serez à même donc d'ordonner son exécution et de définir quelles sont les informations, les consignes à transmettre au niveau des personnels qui vont intervenir. Donc je vous laisserai découvrir ces différentes possibilités de consignation avec différents cas. Le premier cas, on a une imprimante 3D. Alors il faudra peut-être faire des recherches pour comprendre comment fonctionne une imprimante 3D avec matière plastique avant d'imaginer quels sont les risques qui peuvent être présents lorsqu'on va vouloir intervenir dessus, ne serait-ce que pour réparer une machine, un composant qui vient de se casser. Vous avez également ici une perceuse à colonne, un photocopieur, un coffret électrique, un distributeur de réseau Ethernet avec des switches à l'intérieur. Donc en fait, c'est une baie de brassage. Vous avez toutes les connexions de différents ordinateurs qui arrivent sur un seul et même appareil. Ici, une simple machine à café. Alors, le premier poste concerne un coffret d'alimentation électrique dans un atelier. Celui-ci est relativement simple. Alors, cette machine est un petit peu plus complexe. On est en présence d'une fraiseuse numérique. Une fraiseuse permet de façonner une pièce de métal. On met à l'intérieur un bloc de métal et vous avez un outil qui va tourner autour de ce bloc de métal pour lui donner une certaine forme. Il va enlever de la matière. En quelque sorte, la fraiseuse fait une sculpture autour de la pièce métallique. Ici, on a un tour numérique. On a un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va façonner une pièce de métal, sauf que dans une fraiseuse, c'est l'outil qui tourne autour de la pièce métallique, alors que dans le cas d'un tour, c'est la pièce métallique qui tourne sur elle-même. On fixe la pièce métallique sur un arbre, et l'arbre se met à tourner.
Et en fixe, vous avez un couteau, en quelque sorte, hein, qui va enlever des morceaux de la pièce métallique en venant s'appuyer contre elle alors que cette pièce est en train de tourner. Cela nécessite donc de travailler davantage sur la vitesse de rotation de la pièce et sur la position en fait du couteau qui vient s'appliquer à elle. La grosse différence entre un tour et une fraiseuse, vous l'aurez compris, c'est que dans la fraiseuse, la pièce ne bouge pas, c'est le couteau qui vient travailler autour, alors que pour le coup du tour, c'est la pièce qui tourne sur elle-même et le couteau ne bouge pas. Nous avons un autre tour numérique, ici présent, encore une fraise numérique, un tour, celui-ci 100% mécanique, c'est-à-dire que c'est un opérateur qui doit, par le biais de différentes manivelles, faire tourner, varier la vitesse de rotation de la pièce et varier la position du couteau qui vient s'appliquer à elle. Nous avons ici un compresseur d'air, donc vous avez en partie haute la pompe qui vient l'alimenter et en partie basse vous avez la citerne qui contient l'air comprimé. Et vous avez une réserve additionnelle d'air comprimé qui est tout au fond en inox. Cette séquence est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. Nous pourrons débriefer de vos réflexions sur les principes de consignation-déconsignation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez toutefois des questions. Bonne fin de journée.